Merci à tous d'être présents pour le deuxième épisode de notre cycle de conférences. Et merci à Gauthier d'avoir bien voulu intervenir sur ce deuxième épisode. Donc, écoute, je te laisse la parole si ta présentation est prête. Pas de problème. Alors, déjà, bonjour à tous et bienvenue. Et merci à l'équipe MFL de nous offrir ce petit moment pour vous parler un peu de ce qu'on fait au quotidien. Alors, l'objet d'aujourd'hui, c'est de se faire une réunion un peu légère pour parler du graphisme et du design graphique en entreprise de manière assez générale. Alors, et voilà comment va se dérouler la présentation qu'on va faire. Dans un premier temps, je vais vous dire qui on est, qui je suis et pourquoi on est crédible sur cette présentation. Ensuite, on va revoir rapidement les bases du marketing, des stratégies de com et de marque pour pouvoir en arriver à à la charte graphique parce que le design graphique en entreprise, c'est bien, mais c'est une des composantes, une des variables d'un grand ensemble qui fait marcher le moteur d'une entreprise. Donc, c'est important de rappeler comment tout ça est huilé et comment ça fonctionne. Ensuite, on se verra un petit récap des logiciels d'infographie. Alors, peut-être que vous les connaissez déjà, mais c'est toujours bon de se les faire rappeler. Le récap des différents formats qu'on utilise en infographie en règle générale et pourquoi ceux-là plutôt que d'autres, etc. Parler du changement de logo et d'identité, dans quel cas. Quelques études de cas qui vont venir au fur et à mesure de la presse où on va vous montrer des cas concrets et puis deux, trois bons plans pour pouvoir s'en sortir quand on est une petite entreprise, qu'on n'a pas forcément de budget pour se claquer une agence de com qui coûte forcément un peu plus cher. Donc, il y a des petites astuces à connaître qui peuvent être cool au quotidien. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va être assez léger, mais j'espère pouvoir vous transmettre des choses sympas au cours de cette présentation. Voilà. Alors, on y va. Alors, ça ne s'affiche pas comme tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça va le faire. Du coup, Graphissime, qui on est? On est une agence de com sur Céris Val d'Europe. Ça fait une petite dizaine d'années qu'on exerce. J'ai commencé, j'étais tout seul. Et au fur et à mesure, on a travaillé dur et bien. Et maintenant, on est un tout petit peu moins d'une dizaine de personnes. On a notre notoriété sur le secteur du Val d'Europe. On travaille en étroite corrélation avec MFL pour toute la partie édito, stratégie, plan média, etc. Donc, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Et nous, on est quand même assez spécialisé dans le graphisme. À la base, on était un studio de création graphique. On se repositionne en tant qu'agence parce que les clients nous le demandent. Mais c'est vrai que notre cœur de métier, c'est la création graphique sur n'importe quel type de support, print, web et vidéo. Voilà, on a des clients fidèles qui nous suivent depuis un certain nombre d'années, tous les centres commerciaux de France, Forum des Halles, Carré Sénart, Aéroville. On a des belles références sympas comme Bic, Armani, puis après une clientèle plus locale, plus petite, qui est aussi sympa parce que ça nous permet d'être un peu plus créatifs dans la démarche. Donc, voilà grosso modo qui on est. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez venir voir le café à l'agence. On a un super local. Voilà. J'enchaîne sur la suite. Alors, on va se faire un petit rappel des principes du marketing. Alors, je sais pas si vous y êtes familier, mais c'est toujours bon de se faire une petite piqûre de rappel. Donc, grosso modo, le marketing, ça peut être défini comme l'analyse des besoins du consommateur et l'ensemble des moyens des actions utilisées par les organisations pour influencer les comportements. Donc, en gros, le marketing, c'est créer la valeur perçue par les clients et adapter son offre en fonction de ça. Jusqu'à peu près en 2004.
quinzaine d'années, tous les principes du marketing, ils étaient définis par les 4 P. Alors, je sais pas, ça vous parle les 4 P ou pas du tout? Ouais. Ok, merci. Super. C'est sans voiture. Merci beaucoup. Donc, les 4 P, j'y reviens juste après, mais c'est promotion, prix, produit et place. On les redéfinit vite fait dans le slide d'après. Mais depuis 2004, il y a des changements un peu fondamentaux dans le sens où ça devient aussi participatif et social. Avec l'émergence des réseaux sociaux, dont Marie Maquet pourra vous parler avec Solid. Voilà, ça a changé le mode de consommation, le mode de perception d'une marque, d'un produit. Maintenant, vous le savez tous, c'est incontournable de communiquer sur les réseaux. Et donc, voilà, le marketing évolue avec ça. Du coup, alors, hop, ah non. Ah oui. Alors, je reviens au 4P, donc prix. Bon, bah, c'est tarif, réduction, les conditions de paiement, etc. C'est une des variables qui permet à l'entreprise de faire des recettes et d'encaisser de l'argent. On a le produit avec ses caractéristiques. Ça va permettre à une entreprise de pouvoir commercialiser ou des produits ou des services et de les mettre en avant. La place, on va être sur tout ce qui est distribution, chalandise, le transport, le point de vente. Ça va vraiment être plus un côté logistique de place du produit et tout ce qui va être promotion, communication, publicité, etc. Secteur dans lequel, avec notre présentation, là, on va s'engouffrer puisqu'on parle du design graphique. Voilà. Donc ça, c'était un bref rappel des concepts marketing et où se situe la publicité et le design graphique dedans. Et donc, associé à ce concept marketing de promotion, évidemment, chaque entreprise met en place une stratégie de communication. Donc, la stratégie de communication, en fait, c'est la façon dont l'entreprise planifie et coordonne les actions indispensables qui lui permettent d'atteindre ses objectifs de communication. Donc, c'est en bref, une entreprise, c'est une personne qui a sa personnalité et qui a une façon d'échanger, d'interagir avec des interlocuteurs qui peuvent être d'autres entreprises pour du B2B, et, pardon pour le téléphone, et des clients en direct pour le B2C. Du coup, vraiment, l'objectif principal d'une stratégie de communication, c'est se faire connaître, faire aimer et inciter à l'action, donc venir acheter chez moi. J'en parlais juste avant, ce qui est hyper important, c'est surtout depuis ces dernières années, c'est voilà, dans la stratégie de sa com, maintenant, on est obligé, on ne peut plus faire autrement, d'avoir une stratégie hybride, c'est-à-dire à la fois print et web, dans le sens où avec l'émergence des réseaux sociaux, comme on en parlait, ça a complètement bousculé les codes et toutes les entreprises ont été obligées de s'adapter, surtout ces 2 dernières années-là, confinement sur confinement. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Émilie, je sais qu'elle est dans le monde du graphisme, etc. On a eu beaucoup de demandes sur le web. Tout le monde a voulu refaire son site internet, des bannières, des vidéos. On est sur une communication qui se digitalise de plus en plus. Et ça, c'est indispensable quand on est en train d'écrire les lignes éditoriales de sa stratégie de com, de l'intégrer. Donc ça, c'est un petit mémo sur la stratégie de com qui nous emmène à la marque. Alors là, du coup, je vous ai fait un petit slide avec des petits rappels parce qu'on parle souvent de marque. Et c'est vrai que dans la communication, la marque, il y a plein de mots, il y a plein de termes. Et du coup, j'ai trouvé sympa de refaire juste un petit mémo en quelques bullet points. Bon, voilà, un nom de marque, c'est Zara. Un logo, ça va être la pomme qu'on a au dos de nos téléphones, qu'on identifie tout de suite. Donc, ça va être une forme. On a le slogan « Just Do It » de Nike. Une identité visuelle qu'on reconnaît parmi toutes, le rouge et le blanc pour Coca-Cola, ce genre de choses. Une image, par exemple, l'humour décalé de Michel et Augustin, avec les petits personnages qu'on reconnaît et qu'on identifie immédiatement. Et des personnalités comme, par exemple, Alain Afflelou, qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est lui-même qui écrit, qui rédige tous ses spots TV, toutes ses publicités, en fait, c'est lui qui les fait.
Euh, voilà, donc grosso modo, en quelques mots, la stratégie de marque, c'est toutes les actions qui sont mises en place pour la créer et la faire vivre. Elle se construit à partir d'objectifs précis et c'est la connaissance de son personae. Alors, j'y reviens dans 2 secondes, qui va permettre voilà, de prendre les bons axes de communication avec. Un personae, en fait, ça va être son client type. Par exemple, si je suis Nike, ça va être les gens qui font du sport, du running, etc. Enfin, voilà, toute une façon de les classer. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est toujours bon de le savoir. Donc, ensuite, on arrive sur ce qui nous intéresse. Ça va être la charte graphique. Alors, je ne sais pas, juste dans le… Je suis désolé, c'est… Morgane, on ne se connaît pas. Est-ce que je peux vous demander dans quel secteur d'activité vous évoluez? Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille à la Fédération du bâtiment. D'accord. C'est une association, un syndicat patronal qui s'occupe d'aider les chefs d'entreprise du BTP dans leur quotidien. D'accord. Ce n'est pas une entreprise du coup. Ok, ce n'est pas une entreprise, mais c'est une association. Et est-ce que vous avez une charte graphique? Oui, bien sûr. Oui. Vous en avez une. Ok, super. Karine, je suis un héros qu'on connaît. Est-ce que toi, tu as déjà une charte graphique? Oui. Cool, c'est bien. Je ne demande pas pour le reste parce qu'Émilie, je sais qu'elle est dans la création graphique, donc j'imagine qu'elle en a une ou qu'elle en fait. Oui, un peu. Et du coup, Manuela et Megan et Marie, je connais très bien aussi. Bon, n'hésitez pas à me reprendre si vous jugez que si vous avez des informations à ajouter sur ce que je fais. Donc, la charte graphique. Du coup, on fait juste un petit résumé sur l'importance de l'identité visuelle. C'est le premier élément perçu par les clients. C'est ce qui conditionne les choix du consommateur et c'est aussi ce qui permet de nous différencier des concurrents. Donc, c'est hyper important de soigner son image. Il y a un adage qui dit on a rarement l'occasion de faire bonne impression 2 fois. Donc, autant y aller du premier coup et avoir une image soignée et lissée. Donc, pour les entreprises, établir la charte graphique, c'est la première étape pour concevoir, développer et réussir sa stratégie de communication. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est une des cartes qu'il faut avoir dans son scope quand on est dans sa stratégie de com parce que voilà, c'est une des composantes qui fait qu'on va être reconnu et différencié sur le marché. Généralement, c'est un document qui définit les couleurs, les formes et les typographies pour créer toute l'identité visuelle de l'entreprise et ainsi lui permettre de se distinguer du lot. Et on s'en sert pour créer n'importe quel type de support de communication. Par exemple, alors, je ne sais pas si vous me voyez là, ça c'est un petit truc que nous, on a édité. Voilà, c'est des lunettes de soleil en carton qui se découpent, mais c'est à notre charte. Ici, on a un calendrier, alors c'est celui de l'année dernière, mais c'est à notre charte, c'est à nos couleurs. Les enveloppes, tout ce qui va être catalogue, papier en tête, goodies, des choses comme ça que vous avez peut-être déjà eu en passant au bureau. L'idée, c'est d'avoir une sorte de référentiel qui vous permet, dans n'importe quel cas de figure, de pouvoir le transmettre à un partenaire qui va vous faire des blues, quelqu'un qui va vous faire, je ne sais pas, n'importe quel type de fichier, de production, d'objets publicitaires, d'assistance sur de la vidéo, etc. On lui transmet sa charte graphique, on lui dit « démerde-toi avec ça, tu as toutes les infos ». Voilà, il faut que tu respectes les codes graphiques qui y sont mentionnés. Du coup, là, je vais faire une petite pause sur ma presse et je vais vous en montrer des vrais, des qu'on a fait et des avec des annonceurs avec lesquels on bosse pour que vous voyez les différents types de docs qu'on peut avoir. Il y en a certains qui sont très complexes. Alors là, c'est Fives Maintenance. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont dans la zone industrielle de Montévrain. C'est des clients à nous qui font du matériel de chaîne logistique, des tapis roulants pour les colis de vente privée, etc., ce genre de choses. Je les passe un peu vite, mais grosso modo, il est possible, dans sa charte graphique, d'expliquer un peu l'environnement de la marque, de rappeler pourquoi ceci, pourquoi cela.
Bon, c'est du blabla, mais c'est important parfois de le faire pour les grosses sociétés, mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être voilà, la suite où typiquement, là, vous avez le logo de Fives, où on sait que voilà, le positionnement, il doit être comme ça et ça ne doit pas déroger. Les différentes couleurs en noir et blanc, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire. Vous voyez, le marquage publicitaire, les dimensions minimum, maximum. Voilà, donc ça, c'est le doc de Fives. Fives, on est quand même sur une boîte qui brasse plusieurs millions d'euros annuels. Là, les boutiques du Palais. Paris, Porte-Maillot. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un grand centre de congrès, là où il y a toutes les réunions de dentistes, où on est tous allés au moins faire un salon une fois dans notre vie, là, à Porte-Maillot. En dessous, vous avez une galerie marchande qui fait partie du grand groupe qui est l'un de nos clients. Et voilà. Alors là, on est plus sur du retail, donc de la vente au particulier. Donc là-dedans, ils expliquent les montages graphiques qu'ils vont utiliser dans leur communication, avec la manière dont sont positionnées les photos. Donc là, on a un exemple sur de la presse, sur un kakémono, sur une bâche. Donc presse, c'est une annonce presse. Kakémono, ça va être une grande bâche qui pend dans le centre commercial sur lequel on peut faire de la pub, ou ça va être des sortes de totems. Il y a deux définitions. Vous avez une bâche et voilà. Là, vous avez des exemples d'applications sur du web, ce que je vous disais maintenant, c'est indispensable de le faire aussi dans sa charte. Sur de la presse, en réel, donc la bâche, les kakés. Donc ça, c'en est une autre. Je vais vous montrer, alors Armani, là, voilà un petit doc Armani. Plus on est une grosse boîte, plus on a une charte qui est précise avec des règles dans tous les sens. Donc là, c'était une campagne qu'on avait fait avec Cara Delavigne là, et Martin Garrix. C'était un shooting photo et on avait un doc épais de 40 pages pour nous expliquer comment recadrer les photos. C'est pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller. Ça, c'est pareil, c'est des guidelines pour notre gros client qui est Unibail Westfield. Ils ont tous les centres commerciaux, là, j'en parlais au début, tous les plus grands de France. Et bien là, voilà, c'est pareil. On a au millimètre près, au point près, la police, l'espacement entre les caractères, le positionnement du logo, etc., etc., etc. Du coup, quand on est une petite boîte, on n'est pas obligé d'avoir toute cette gymnastique, voilà. Mais juste un petit doc. Alors là, je vous montre, c'est un client à nous pour lequel voilà, on a fait un petit document qui est largement suffisant quand on est voilà, une petite structure ou une moyenne structure, où voilà, on présente la palette de couleurs à utiliser, l'utilisation du logo en couleur, en défonce, en noir et blanc. Voilà, avec la baseline. Le positionnement, voilà, les règles de marge à respecter quand on l'utilise sur un visuel. Les do et les don't do. Voilà, et la police. Déjà, si vous avez ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je reviens sur ce que j'ai dit, je n'ai pas de charte graphique en fait. D'accord, tu as peut-être juste un logo et des codes d'application. Après, c'est bien de les mettre en forme sur un petit doc. Ce que je disais comme ça, le jour où tu fais des objets pub ou des choses comme ça, où tu as un stagiaire, ou ta boîte grossit, tu as des nouveaux employés, ça te fait quelque chose à suivre. Voilà. Je ne sais pas, vous avez peut-être des questions à rajouter. Émilie, peut-être toi, tu as des choses à ajouter Non, c'est comme ça que je procède aussi. Voilà, c'est comme toi. Là. Il y a de très grosses boîtes où il faut tout détailler et des plus petites où au moins le logo, s'il est détaillé, c'est parfait. C'est ça. Et c'est vrai que nous, en tant que graphiste, quand on reprend le dossier d'une autre boîte, d'un autre confrère ou qu'on travaille en binôme sur des trucs, ce genre de doc, c'est aussi drôlement bien pour nous parce que voilà, on sait quoi faire. Et nombreux sont quand même les petits clients qui n'en ont pas et où c'est parfois un peu galère.
Voilà, après, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais là, on est sur BNB. C'est la même chose. Voilà, donc on peut y intégrer des photos. Ça, c'est ce qu'on appelle un pattern. C'est des motifs qui peuvent servir en sorte de papier peint, de fond, qu'on utilise pour agrémenter un peu les présentations. Voilà, mais c'est toujours le même concept. Je reviens à ma petite présentation. Mode plein écran. Voilà, donc quand on parle de design graphique, vous, en tant qu'annonceur, Morgane, Karine, Rachel, etc., voilà, c'est quand même sympa de se munir d'un petit document comme ça. Alors, l'infographie. L'infographie. Je vous fais un petit rappel des logiciels d'infographie parce que c'est vrai que nous, on a tendance à être… Enfin, quand on nous en parle, c'est toujours hyper clair dans nos têtes, mais pas forcément pour vous qui, au quotidien, quand on vous demande un fichier EPS, AI, etc., ça peut vite être la croix et la bannière. Je vous résume la PAO, donc production assistée par ordinateur, à 3 logiciels. Il y en a bien plus qui sont majoritairement tous édités par Adobe, là, le premier logo, qui nous vend très cher une suite qui s'appelle Adobe Creative et dans lequel on a de quoi tout designer, que ce soit de la 3D, du texte, etc. Enfin, on peut vraiment tout faire. Là, j'ai sélectionné les 3 principaux de tout bon graphiste print et web qui se doit. Et du coup, on a donc le premier qui est Photoshop. Donc Photoshop, on va être vraiment sur de la maîtrise de la photo, photomontage, retouche photo et animation GIF. Je vous les présente brièvement, puis après je vous montre vite fait en utilisation sur l'ordinateur. J'ai ouvert quelques fichiers pour vous montrer les bases que vous voyez à quoi ça ressemble. Et on a Illustrator, ça va être pour tout ce qui est dessin vectoriel, donc illustration, dessin et logo. Alors, juste pour information, le principe du dessin vectoriel, c'est votre logo, si il est vectorisé et il tient sur 2 cm, et ben, si on l'étend sur 100 km de long, sur une bâche qui fait 100 km, c'est improbable, mais allez savoir si ça arrivait, on ne perd pas en qualité. C'est du dessin vectoriel. Donc, ça ne peut pas pixeliser, contrairement à une photo sous Photoshop qui a une résolution où, au bout d'un moment, on atteint le maximum et on peut pas. Mon conseil, jamais utiliser de photo pixelisée. C'est pas terrible. Enfin, on y a tous été confrontés une fois ou deux. Ça arrive même des fois de recevoir des flyers dans la boîte aux lettres et de se dire ils auraient quand même pu faire un effort d'avoir une photo nette. Et donc, j'enchaîne ensuite sur InDesign, qui est un logiciel de mise en page, un équivalent de Word pour les professionnels. Voilà. Du coup, là, je quitte. Hop, on est revenu là. Je vous montre. Alors là, on est sur Photoshop. Je voulais juste vous montrer comment ça marche pour ceux qui sont novices. On a une image, typiquement celle-ci. Là, sur la droite, j'ai une barre et j'ai des calques, en fait. Voilà. Donc, Photoshop, c'est ça. C'est tout ce qui est gestion de photos et la gestion des calques. Donc, pour pouvoir y associer des informations, avoir différentes couches, ce qui nous permet là de pouvoir rajouter le lion. Là. Vous voyez ? Là, j'ai un groupe de calques. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut faire plein de trucs. On a des super outils qui permettent de recréer de la matière, de faire des effets de dingue. C'est vraiment un outil. Alors, moi, en tant que graphiste, c'est celui que je préfère. Je suis très à l'aise dedans, vraiment très à l'aise. En revanche, je dois en connaître, je sais pas, peut-être 20 ou 30% de l'utilisation du logiciel, quoi. Il y a tellement de fonctionnalités que c'est impossible de tout connaître et ils nous font des mises à jour tous les 6 mois avec des nouveaux trucs. Mais c'est vraiment un super logiciel. À l'occasion, si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse, c'est sympa d'essayer de faire 2-3 trucs. Photoshop, on y reviendra après quand je vais vous expliquer les formats, mais permet aussi de créer des GIFs, des animations type dessin animé.
Alors là, vous voyez en bas, j'ai une série de vignettes qui s'affichent et qui permettent voilà, d'animer ça. C'est notre version animée du logo. C'est exactement comme quand vous étiez petit, vous aviez un carnet là, et qu'on corne les pages et qu'on voit les petites illustrations qui bougent. Bah là, on est sur le même concept, sauf que tout est digitalisé. Donc ça, on est sur Photoshop. Illustrator, bah, je vous ai ouvert quelques logos. Donc là, on a le logo de Columbus. Vous voyez, avec, comme je vous le montrais tout à l'heure dans la charte graphique, on a toutes les versions. Et si je clique, vous voyez, chaque élément, c'est un vecteur, je peux le déplacer. Donc, tous les logos de toutes les marques ont leur version vectorisée. Voilà. Si vous ne l'avez pas, c'est hyper galère parce que dès que vous allez vouloir faire le moindre stylo, le moindre cahier, t-shirt, etc., c'est ce qu'on va vous demander. Et si vous donnez une simple image, c'est la galère pour ceux qui vous font ça. Donc, voilà. J'imagine Morgane, Karine, tout ça, vous l'avez déjà en vectorisé, la base. Vous le savez. Je ne m'attarde pas là-dessus. Ensuite, InDesign, logiciel de mise en page. Voilà, donc là, je vous ai mis le format du guide shopping du Forum des Halles pour voir qu'on peut faire des compositions de pages qui sont parfois un peu sympas. Donc là, c'est du poster qui se déplie. On a des blocs de texte qu'on déplace, on a nos pages, voilà, on importe des images. Donc, un peu comme Photoshop, on va avoir des sortes de couches. Ça ne s'appelle pas des calques, mais ça s'appelle des blocs. Dans ce bloc-là, je vais mettre une image. Par-dessus ce bloc-là, je vais mettre un autre bloc avec du texte. Je vais le positionner. Je suis content du résultat. Je l'exporte en PDF et je l'envoie à l'imprimeur. Je reviendrai sur les différents formats de PDF un peu après, mais voilà. Ici, je vous ai juste mis une plaquette en triptyque. Juste pour que vous voyez. Alors, parfois, on vous donne des cartes de visite avec un vernis sélectif ou un vernis 3D. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est le cas des nôtres. On a toujours un super aspect. Au relief, c'est brillant. Et bien alors ça, en termes de gestion de fichiers, le graphiste, il a sa plaquette. Et ensuite, c'est pour ça qu'il charge toujours un peu plus pour ce type de fichier. On est obligé de rebosser tous les fichiers et de définir des zones qui, elles, seront vernies. Voilà. Et donc, si vous êtes amené à faire des plaquettes, la couverture avec un pelliculage mat ou soft touch, c'est-à-dire c'est très doux, et dessus des zones qui sont brillantes, on est sur un effet premium et ça fait toujours plus quali. Donc, quand on s'adresse à des gros clients et qu'on veut donner une bonne plaquette et qu'on veut dégager une bonne image au premier coup d'œil, eh ben, c'est ce qu'il faut faire. Pareil sur la carte de visite. Tout ce qui est Vistaprint, etc., ça marche très bien. Les impressions sont pas chères, ça dépanne des millions de personnes et tant mieux. Mais au premier regard, dès qu'on l'a en main, on sait que c'est une impression Internet Vistaprint. Voilà. Le vernis sélectif permet aussi de se distinguer dans le bon sens. Voilà pour InDesign, les amis. Ensuite, je vais revenir sur ma présentation. Vous avez des questions peut-être, non? Non. Moi, j'ai une question. Parmi les trois, là, justement, de logiciels, je pense que c'est lequel qui est le plus simple d'utilisation? Parce qu'à chaque fois, je me demande, quand on est novice, comme moi, je ne sais jamais lequel. Alors, c'est une bonne question. On a tous des appétences à faire ceci ou cela. Les trois sont différents et ne font pas du tout la même chose. Pour moi, le plus simple serait probablement InDesign. C'est beaucoup de texte aussi. Pour le traitement de texte, je crois que c'est InDesign qu'on va. InDesign, c'est bien. Ça nécessite quand même un petit peu de formation pour pouvoir s'en servir parce qu'il y a. Enfin, voilà. Après, une fois que tu en connais un de la suite Adobe, si tu es un peu à l'aise dans l'environnement de suite que tu maîtrises, tu vas retrouver, je veux dire, tous les outils, les menus, c'est présenté de la même manière. Donc, je pense qu'InDesign le plus facile. Et Illustrator et Photoshop, il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui sont moins simples. Je ne sais pas si Émilie pourrait confirmer ça, mais nous, si on sait s'en servir à 50%, c'est… Oui, c'est grand max, oui. Parce que le truc, c'est que, par exemple, InDesign, il y a plein d'automatisation.
Oui. Quand tu fais un bouquin de 300 pages, tu vas pas le faire une page par une page. Et du coup, tu peux créer des automatisations et ça, ça demande de la connaissance et de la pratique. Voilà. Moi, j'ai aussi appris des choses il y a quelques années. Il faudra que je me remette dedans parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement croisé, c'est assez complexe quand même. Alors oui, tu peux t'en servir comme Word, un espèce de Word amélioré professionnel, mais pour aller, en fait, c'est fait pour aller plus vite. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir quand même des connaissances. Ok. Mm. Merci. C'est pas insurmontable, hein. Mais effectivement, et puis il y a des degrés d'utilisation, pour en revenir à ce que disait Émilie, on a la possibilité que ce logiciel de le fusionner avec des bases de données pour générer des catalogues, une sorte de publi-postage amélioré, un truc de dingue. Mais voilà. Et après, il y en a plein d'autres qu'on ne mentionne pas, hein, mais pour faire de la 3D, tu en as pour le web, pour les sites internet, pour faire des petits personnages. Enfin, il y a la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il y en avait 30 ou 40 des applications Adobe Creative Cloud. Pour les photographes, ils vont avoir Photoshop, ils vont avoir Lightroom. Enfin, chaque cœur de métier, en fait, tu vas en avoir 2-3 que tu utilises, etc. Et voilà, Adobe a mangé tout le marché des logiciels d'infographie. Avant, il y avait des Quarks et des trucs comme ça n'existe plus. Ils ont tout mangé. Les fichiers. Alors, les fichiers. On se fait un petit mémo et on explique pourquoi. JPEG. On est sur de la photo compressée. C'est le format le plus utilisé, le plus facile, qu'utilisent tous les photographes quand ils vous donnent des photos. Par contre, si on baisse en qualité, l'image se dégrade rapidement, mais ça fonctionne assez bien. BMP, on est sur des vieux fichiers Windows, surtout quand on avait avec Paint. Je ne sais pas si vous avez utilisé Paint. Avec Paint, on enregistrait des BMP. Plus personne n'utilise Paint. Les BMP sont de plus en plus rares. .PSD, ça va être tout ce qui est fichier Photoshop. Tout ce qui est RAW, on va être dans l'univers de la photographie avec des couches de couleurs, des choses. Ça va être des fichiers qui sont quand même assez lourds parce que à l'inverse du JPEG, on a beaucoup d'informations dedans. Je reviens, avant de vous parler du PNG, je vous parle du GIF. Le GIF, on est sur un format très, très compressé où on est en 256 couleurs max. Donc, on gère le nombre de couleurs. Ça nous permet de pouvoir, au niveau du fichier, descendre au minimum et de gérer la transparence. La transparence, ça va être d'avoir une image, de la prendre, de la mettre sur PowerPoint. Et si on a un fond de couleur, notre logo, il ne va pas être sur un fond blanc, mais il va être transparent. Voilà, ça va être ça. Et accessoirement, on va pouvoir produire des petites animations comme je vous l'ai montré avec mon logo et la fusée qui tourne. Voilà. Donc ça, c'est le GIF. PNG, on est sur un format de compression comme de la JPEG, sauf que ça gère la transparence et ça va être beaucoup plus lourd. Voilà. Mais typiquement, c'est bien d'avoir je parle pour Morgane, Rachel, Karine, etc. Son logo, il faut l'avoir en PNG, en basse résolution, comme ça, dès que tu fais une présentation PowerPoint, tu le mets dessus, ça pèse rien, tu le déplaces, enfin, c'est facile d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt cool. AI, Illustrator, EPS et SVG, on est sur des variantes d'export de format Illustrator. SWF, c'est du Flash. Il faut l'oublier, Flash, c'est une technologie qui est morte depuis que Adobe et Apple se sont fait la guerre. Apple a décidé de ne plus utiliser Flash. Du coup, Flash, c'est tombé aux oubliettes. Tout ce qui va être Wave, MP3, ça va être du son. Ensuite, zip, vous savez ce que c'est. Ça peut être du zip ou du point rare. C'est des formats de compression qui permettent d'envoyer plusieurs fichiers dans une valise. Move et Avi, on est sur du film. Move, ça va être du QuickTime et Avi, ça va être plus populaire. Je regarde si j'en ai pas oublié. Ah oui. PDF. Deux types de PDF. Pardon. PDF print
Donc, ce que, par exemple, va vous générer Émilie ou nous, et ce qui va être envoyé à l'impression, donc ça va être un PDF qu'on génère à partir d'InDesign, dans lequel tous les profils colorimétriques vont être en 300, enfin vont être en CMJN. Je vous réexplique ce que c'est après. Donc, en fait, il y a des normes pour l'impression, des normes de fichiers qu'on doit transmettre aux imprimeurs avec tout un tas d'informations qui doivent être certifiées. Et ça, on le fait depuis InDesign. Donc, ça s'appelle le PDF print. Et on a d'autres PDF qui vont être, eux, interactifs, sur lesquels on va pouvoir, par exemple, faire des formulaires, créer des liens, mettre des boutons, et on va pouvoir baisser la résolution pour pouvoir l'envoyer dans un email. Voilà, ça c'est PDF. Ensuite, on a aussi des formats TIFF. C'est des images non compressées, un peu comme les formats RAW, qui sont très lourds. Voilà. Vous avez peut-être des questions sur les formats? Non? Nickel. Ça, après, tout le monde les connaît, mais c'est vrai que c'est toujours bon entre les AI, les PSD, etc. Gauthier, est-ce que tu peux… Moi, j'ai une question, c'est Manuela. Ouais, dis-moi, vas-y. Quand on nous demande souvent, alors j'imagine que ça arrive à beaucoup de gens qui sont présents, on nous demande souvent un visuel ou une photo en HD. Qu'est-ce que ça veut dire une photo en HD concrètement? On envoie quoi? Alors, si par exemple je me fais, je presse un peu pour ma paroisse, mais je me fais interviewer par un magazine, ils veulent me présenter, puis c'est du print, il faut une photo en HD. Qu'est-ce que j'envoie? Alors, tu vois mon écran là? Oui. Alors, 3e ligne et 4e ligne. Espace colorimétrique et résolution. En fait, faut savoir, l'espace colorimétrique, il y a 2 types de gestion des couleurs. Tu as CMJN pour cyan, magenta, jaune, noir et RVB pour le web. Donc, premier truc, quand on te demande si c'est pour de la presse, il faut que ton profil colorimétrique il soit adapté au support sur lequel tu envoies. Si c'est une régie web, tu envoies des couleurs qui sont en RVB. Si c'est une régie print pour, je sais pas moi, une annonce presse sur le Parisien, etc., on va être sur du CMJN. Ça se gère dans Photoshop, en fait. On ouvre son image avec Photoshop. On a la possibilité de la convertir dans un profil, dans un autre. Ensuite, on l'enregistre et après, on fera la mise en page qu'on veut. Donc, il y a déjà la gestion de la couleur. Et ensuite, il y a la résolution. 72 dpi, c'est pour du web. 300 dpi, c'est pour du print. En fait, ça va être la netteté, c'est la définition des pixels sur le visuel et c'est ce qui va jouer sur la netteté. Donc, typiquement, on demande pour de la presse un visuel en HD. Donc, c'est du 300 dpi en CMJN. Nous, typiquement, ça nous arrive aussi sur des visuels, mais énormes. On fait beaucoup de palissades pour les centres commerciaux. Quand il y a une boutique qui ferme, on la recouvre d'un truc énorme de façade. Là, on monte même jusqu'à du 900 ou du 1200 dpi parce qu'on a besoin, sur la surface, d'avoir une résolution de dingue. On a des machines qui nous permettent de le faire. Le faites pas avec des petits Mac de bureau, vous allez planter le truc, mais enfin voilà. La résolution, elle doit être adaptée au support. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais c'était important parce que je pense qu'on est beaucoup à se dire, à plutôt regarder le poids de l'image ou du visuel. Ouais. C'est surtout là que je voulais aller et dire que c'est pas ça qui détermine en fait la qualité de l'image. Parce que moi, je reçois souvent, moi comme je suis sur du rédactionnel, je ne touche pas au visuel très peu et donc mes clients m'envoient leur visuel ou leurs photos, voilà. Et souvent, mais ça fait presque 1 méga. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors parfois, c'est compliqué parce qu'avec les régies pub, pour rentrer un peu plus dans le détail, typiquement le Parisien, Elle, etc., ils demandent des profils encore plus particuliers. C'est-à-dire que nous, en tant que graphiste, il faut qu'on aille sur leur site, qu'on télécharge tout un tas de trucs, qu'on essaye d'installer comme on peut dans l'ordinateur parce qu'on fait ça tous les 6 mois. À chaque fois, on oublie comment ça se passe. Et donc, c'est effectivement compliqué, la presse. Et parfois, en plus de demander leur propre profil ou une configuration, ils demandent en plus d'avoir des visuels qui font moins de temps MO parce que ça ne rentre pas dans leur système et compagnie. Ouais, vous êtes dans un métier où la gestion de fichiers peut être parfois compliquée. Merci. C'est assez souvent qu'on se fait retoquer les fichiers parce que ça ne va pas. Oui. Nous souvent, parce que comme on n'a pas la main dessus, on a des gens dits graphistes comme vous
et Émilie qui reprennent des fois des dizaines de fois le même visuel parce qu'on n'a pas envoyé la bonne chose. Voilà. Non, mais c'était juste parce que c'est un problème qui est très, très récurrent, surtout dans les petites sociétés où on ne sait pas forcément quoi regarder. Ouais. Et oui, non, mais c'est très, très compliqué. Et les grosses régies presse, il faut se plier à ce qu'eux demandent, quoi. Sinon, ça passe pas. Oui. Du coup, là, je vous avais fait des petits bullet points sur la conception des fichiers, ce qu'il fallait avoir en tête. Donc, banque d'images. Banque d'images. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas avoir des trucs pixelisés, de ne pas avoir des trucs pris sur Google qui vous appartiennent pas. Et de ne pas non plus avoir, parce que nous, en tant que graphiste, on s'est bien marré. La dernière fois, on a vu un visuel, je crois que c'était dans un restaurant, c'était une palissade ou un truc, et il y avait le crédit Shutterstock qui avait été imprimé sur un poster en énorme. Enfin, ce genre de choses, on l'a tous vu. L'autre fois, j'étais sur le site internet de chaque restaurant ou sur le carrousel, c'est pareil, tu vois, le stagiaire avait dû repiquer la photo, tu avais écrit Adobe Stock ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, on fait attention aux images qu'on utilise. On met d'ailleurs les mentions légales quand on les a achetées sur Photolia, Adobe Stock, etc. Petit caractère en police 5, voilà, crédit photo, Adobe Stock, on le précise. On peut préciser aussi les gentils graphistes comme Émilie ou nous qui vous les ont fait. C'est toujours sympa, ça nous fait de la pub. La résolution et l'espace colorimétrique, on en a parlé. Les mentions légales, on en a parlé. Et ne pas oublier que quand il y a des mots en anglais, toujours penser à sa vieille tante ou à son vieil oncle qui ne parle pas anglais et qui aimerait bien, qui insistera pour avoir la traduction si elle n'y est pas. Il y aura toujours des gens pour se plaindre. Ça, c'est véridique. Peut-être des questions là avant qu'on passe à autre chose? Non? Non, on est bon? Nickel. Là, et si on changeait? Alors, c'est une étape qui est cruciale et qui peut se présenter à bon nombre d'entrepreneurs. Est-ce que je change? Pourquoi je change? Et comment je change? Donc là, je vous ai mis sur ce slide les exemples des plus grands, juste pour vous montrer que voilà, tout le monde le fait. Après, il y a des timings, ça se fait, je ne rentre pas dans le détail, mais ça se fait dans le cadre d'opérations. Tous ceux qu'on appelle les GAFAs du web, les Google, Facebook, etc., ils le font de temps en temps. C'est bien souvent un coup de com' pour faire parler. Alors voilà, il y a plusieurs solutions pour le faire. Ou on veut faire parler de soi, ou l'entreprise elle stagne un peu. On a une image qui est un peu vieillissante. On a envie de se renouveler. Ça fait 10 ans qu'on a le même logo. On est sur des dégradés. Typiquement, il y a 10 ans, tous les logos, c'était des dégradés. On avait des dégradés dans tous les sens. Progressivement, dans la décennie qui a eu lieu, on est passé sur des logos très simples, en flat design, un peu comme le Pepsi ou le Go Sport qu'on voit. Enfin, tout s'est simplifié. Voilà, on peut, en fonction des nouveautés et de la vie de l'entreprise, il est conseillé, sauf si vous avez un truc canon, mais à certains temps clés, d'opérer un changement pour donner un renouveau, adapter son identité visuelle. Mais ça, enfin voilà, il n'y a pas que dans le design graphique, c'est une vraie stratégie, une vraie réflexion marketing et com à opérer. Donc, effectivement, il va y avoir toute la charte graphique et toutes ces déclinations qui vont se modifier, mais ça va avec des objectifs commerciaux, des nouveaux créneaux publicitaires, des nouvelles cibles, des nouvelles façons de faire. Par exemple, voilà, on se redonne une image, on décide d'aller sur TikTok communiquer parce qu'on veut atteindre un public plus jeune. Et il faut peut-être avoir un logo un peu plus jeune aussi. Voilà. C'est l'anniversaire des 50 ans de la marque qu'avait créé Papy. On a toujours le même logo. Papy n'est plus là, tout le staff a été renouvelé. Le logo correspond plus au code de l'entreprise qui est devenu vachement moderne, qui s'est digitalisé, voilà. Il est temps de se remettre à jour. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Faut pas avoir peur de changer. Faut juste bien le faire, bien le préparer. Ça se fait pas comme ça sur un coup de tête.
Et il y a juste, en termes de démarche administrative, il n'y a rien à faire si ce n'est que déclarer sa nouvelle forme à l'INPI, juste pour ne pas se la faire plagier. Et en gros, par retour d'expérience, nous, la plupart des cas, pas sur les grosses entreprises, parce qu'on est plus dimensionné sur de la TPE, de la PME, les gens, ils se bougent quand le concurrent d'à côté a refait un site internet et a refait son logo. Ça met un petit coup de pression. Et du coup, on s'active pour faire la même chose. Donc voilà, il y a une sorte de veille concurrentielle qui s'opère. Tout le monde se benchmark. Il suffit qu'il y en ait un qui lance un truc. Et merde, je me fais dépasser, il faut que moi aussi. Et voilà. Souvent, c'est ça qui déclenche les changements. Petite conclusion, voilà, c'est ça. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'être cohérent dans votre design graphique, dans l'utilisation des typographies, sur votre communication, pas plus de 2-3, sinon ça fait brouillon. D'appliquer votre charte graphique sur tous les supports que vous utilisez et pas s'amuser à changer. Bah, tiens, c'est le printemps, j'ai envie que mon papier en tête il soit jaune. Non. Ou alors, ça a été défini dans la charte graphique comme quoi on avait 2 papiers en tête, etc. Mais voilà, essayez d'être cohérent sur tous les supports. C'est l'image de l'entreprise, donc que ce soit sur un spot vidéo, que ce soit sur une newsletter, sur un objet pub, on retrouve toujours les mêmes couleurs, on retrouve toujours la même façon de faire. On ne s'amuse pas à changer le logo, on ne s'amuse pas à le déformer. Ou alors, c'est dans un processus de gag, un peu comme pourrait le faire une agence comme Buzzman sur Burger King ou des choses comme ça. On est vraiment sur un côté déconne et c'est une campagne de pub définie. Sinon, on est cohérent et tout se ressemble. C'est ce que je vous montrais, ce qu'on a fait nous, ce qu'on essaye de faire au quotidien. Dans notre agence, voilà, même, je ne sais pas si vous voyez la déco derrière, là, ces couleurs-là, c'est notre charte. On la retrouve partout. Et tant qu'on aura celle-ci, c'est ce qui apparaîtra sur notre site internet et nos documents. Voilà. Ensuite, j'ai des petits tips. Voilà. J'ai des petits tips à vous donner qui sont voilà, pour la création, même si c'est notre pire ennemi en tant que graphiste, c'est quand même sympa quand on n'a pas de budget et qu'on a envie de bosser tout seul. Il y a Canva ou Canva, ça dépend comment on l'appelle. C'est un outil super puissant, on peut faire plein de trucs avec. Même moi, des fois, je m'y balade, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ils ont vulgarisé plein de trucs. Alors, ça a ses limites, mais c'est un super outil quand on est un petit auto-entrepreneur, qu'on se lance, qu'on n'a pas de budget et qu'on a envie de bien faire. Canva est mon ami. Ouais, je sais bien. Alors, attendez, je vais revenir sur ma page web. Hop. Donc, il est là. Après, la version gratuite a des limites assez tôt quand même. Et la version payante qui n'est pas excessive, ne serait-ce que pour la banque d'images. Tu parlais tout à l'heure des images, du choix des images. Et je trouve que c'est assez sympa, c'est assez intuitif. Après, moi, j'aime bien ce genre de truc. Donc, et d'ailleurs, tu m'as donné envie. Je sais que mon fils, qui fait des études de graphiste, il a Photoshop et tout ça. Là, je pense que je vais aller faire un tour sur lui piquer sa palette graphique, un de ces quatre. Ah, mais tu as raison. Ne serait-ce que pour connaître. D'ailleurs, d'accord, c'est lui qui a détouré toutes les photos du Savebook, alors. Non, c'est moi avec Canva. Avec Canva. Je ne savais même pas qu'on pouvait détourer avec Canva. Mais du coup, c'est un outil qui est puissant, qui est sympa. Voilà, ça ressemble à ça. Allez y faire un tour ou utiliser des professionnels de la communication tels que Émilie, nous-mêmes ou même Marie. Donc, on a ça. Ouais, vas-y, pardon. Je vais te couper, Gauthier. Et je crois qu'il y a aussi Crello, un logiciel qui s'appelle Crello. Je crois que c'est le même principe que Canva. Je ne sais pas si tu… Alors ouais, j'en ai entendu parler. Je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre. Je ne te cache pas que nous, on ne les utilise pas trop. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais pareil, c'est que c'est assez limité quand même. Mais je suis persuadé que ça ne doit pas être le seul. Hein. C'est un créneau, il y en a plein qui font ça. Un truc qui est cool aussi, c'est ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Dafont. Ouais. Dafont qui permet de récupérer des polices
On peut même, les essayer ici. Il y a juste à taper et de faire valider. Et, Par contre, celui-là, il faut mettre un minuteur quand tu te mets dessus. ouais, Parce que sinon, 3 heures sont très vite passées sans que tu ouais, t'en c'est sois rendu ça. compte. Mais c'est sympa quand on cherche une nouvelle police pour un flyer ou un truc comme ça. Sachant qu'il y en a qui sont quand même très utilisés et qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Mais c'est sympa, on peut les classer par type. Je sais qu'il y a des trucs un peu disco, un peu groovy, le jour où on veut faire des. Voilà. Petit truc sympa. Flaticon, si jamais vous avez besoin d'un pictogramme pour une power, d'un pictogramme pour une presse ou un truc comme ça, il y en a plein qui sont gratuits. Tous ceux qui n'ont pas la petite couronne, voilà, on peut les télécharger, on les récupère en format ou PNG ou SVG, donc qui nous permettent après de les utiliser sous Illustrator et les transformer. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a FreePix, que beaucoup connaissent, où il y a plein de contenus qu'on peut utiliser, des templates, tu as des trucs assez sympas. Voilà, une base de données. Tout à l'heure, quand on parlait de banque d'images, ici, il y en a aussi des libres de droit qu'on peut utiliser. Il suffit juste de mettre FreePix en crédit. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ah oui, ça, je te l'avais partagé, Karine. Calameo. C'est vachement bien. Ouais, t'as vu? Tiens, on va aller, hop, on va se faire un peu de pub. Hop. Alors, le site de Graphissime, très rapide à charger. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop là. Ici, j'ai une petite rubrique qui s'appelle Catalogue. Et donc, Calameo, c'est un outil qui est gratuit, qui permet voilà, de faire des catalogues interactifs comme ça. Ça, c'est cool. Il suffit juste d'injecter son PDF dedans. Le logiciel fait le reste. On a même le petit bruit de papier. Ça, c'est canon, le petit détail. Voilà. Donc ça, Calameo, c'est cool. Ou Calmeo, je ne sais jamais comment on dit. Un petit rappel sur les transferts de fichiers. Quand ça fait plus de 4 MO, on fait du WeTransfer. Sinon, on se pourrit sa boîte mail et on pourrit celle de l'interlocuteur auquel on envoie. Et nous, je peux vous dire que c'est assez souvent qu'on a des mails, on se demande comment ils arrivent, ils font 30, 40. J'ai même eu du 90 MO une fois. Et nous, c'est pas bon parce que du coup, les quotas de boîte mail se font cramer. Après, on peut plus rien envoyer ni recevoir. Voilà. Et le dernier, après, moi, c'est des sites, mais c'est à titre personnel. Oh, pardon. Sur lesquels on peut trouver des petites inspirations de graphistes. Il y a Dribble et Behance. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. On peut aller s'y balader. Il y a plein de nouvelles idées. Parce que le design graphique, c'est bien, mais il y a des... il est où, Behance? Il est là. Mais il y a des modes, il y a des tendances. Faut toujours être un peu au fait de ce qui se fait pour pouvoir être tendance et le proposer à ses clients, puisqu'on est aussi force de proposition. Alors, parfois, ça nous arrive pour certains clients d'être de simples d'exécutants, pardon. Voilà, mais quand on peut proposer des choses modernes et à jour, ça fait toujours plaisir. Ça nous arrive aussi parfois qu'on ait certains clients qui sont vraiment old school et qui veulent un vieux logo, une vieille presse. Et bon, nous, on exécute, hein, on est payé pour faire ça, mais ça fait toujours mal au cœur de faire quelque chose de moche quand on sait qu'on pourrait faire mieux. Alors, voilà, on essaye de le proposer parfois, mais il y a des gens qui sont très fermés, il y en a qui sont très ouverts. C'est sympa parce que du coup, ça nous laisse à nous aussi, graphistes, l'opportunité d'exprimer notre créativité, qui est, pour une grande partie d'entre nous, la raison pour laquelle on a choisi ce métier, parce qu'on peut faire des trucs vraiment sympas. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Je pense avoir parlé un peu de toutes les facettes du métier de manière très large, hein. Mais c'était le but de cette présentation, de vous présenter le design graphique un peu dans tous les postes de l'entreprise. Voilà. Si merci beaucoup, Gauthier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions?
Non. Moi, j'en ai une petite par rapport à la. Alors, par rapport à ce que j'ai dit au tout début, je viens de découvrir en regardant sur mon ordinateur que j'ai une charte graphique qui m'avait été faite par ma graphiste. Alors là, on la voit pas, ouais, je suis pas devant. Donc, j'ai une charte graphique, a priori. C'est bien. Bravo. Je viens de découvrir. Par contre, c'est quoi les codes je crois que c'est EDEX, parce que tu as parlé là du CMJN et du RVB, enfin rouge, vert, bleu, ça je connaissais, mais c'est quoi les codes EDEX, je crois ça s'appelle, c'est HDEX. Alors, attends, là, tu me prends de court. C'est les codes pour les sites internet. Tu sais, le hashtag. Avec le hashtag devant? Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, pardon, oui. Oui, c'est le code web, c'est la référence web. En fait, dans Photoshop, t'ouvres, tu prends ta pipette, ou tu dois peut-être même l'avoir avec Canva. Tu as CMJN, RVB, et en dessous, tu as cette case-là où tu as un dièse, et généralement, c'est 5 ou 6 chiffres et lettres mélangés, Ouais, c'est ça. et c'est ton code web. Ok. Enfin, c'est le code web de la couleur. Ça marche. Et Merci. Et tu as aussi un autre site qui est sympa que je peux vous partager, c'est ça, touteslescouleurs.com, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a tous les Pantones. Et donc, parfois, quand on est à une nuance près, eh ben, ça peut être sympa d'aller faire un tour là-dessus. Voilà. Et normalement, sur la gauche, tu vois, tu as tous les. Voilà. Et celui-là, il s'appelle Toutes les c'est couleurs, comme ça, t'as dit? Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est ok. En fait, c'est les codes couleurs HTML que dans ta newsletter ou quand tu codes un site internet, bah, c'est ces références-là qui servent à déterminer que c'est du rouge, c'est du. Par exemple, le blanc, c'est 6F. Le noir, c'est 0. Ben, voilà. Je sais que. Bon, allez, Walou. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Bah écoute, merci encore, hein, Gauthier. C'était vraiment très intéressant. Très Je vous en complet. prie. Merci. Merci à tous d'avoir été présents. Pour les personnes qui auraient loupé des petits moments, de toute façon, vous pourrez revoir le replay sur notre chaîne YouTube d'NFL Communication. Et voilà, on va vous donner, maintenant, on vous donne rendez-vous le 7 juillet, le mercredi 7 juillet pour un nouvel épisode. Donc cette fois, ça sera en compagnie d'Ida Morin. Donc c'est une photographe professionnelle et voilà, talentueuse, hein, pour ceux qui la connaissent, qui nous parlera de l'impact de la photographie sur la communication. Voilà, donc vous pourrez, comme cette fois, vous inscrire en m'envoyant un petit mail. Du coup. Bah, merci à tous. Merci.